6h10 précisément, heure française. Vladimir Poutine est effectivement arrivé au cosmodrome de Votosny, donc au nord de Vladivostok, qui est, vous le savez, le point de passage de Kim Jong-un depuis la Corée du Nord. Seul dans un premier temps, Kim Jong-un lui est arrivé quelques minutes après en train à quelques mètres du cosmodrome. Il a ensuite pris une voiture pour s'y rendre et à 6h16 précisément, cette fameuse poignée de main tant attendue entre le président russe et le président nord-coréen. Sur le palier du cosmodrome, Vladimir Poutine attendait le président nord-coréen. Écoutez ce qu'ils se sont dit, un très court échange, écoutez. Bonjour, content de vous voir. Comment s'est passée la route? Merci de nous avoir invités et de nous avoir accueillis chaleureusement, malgré le fait que nous soyons très occupés. Nous sommes très heureux de vous recevoir, surtout lorsque de tels événements ont lieu. 75 ans depuis la fondation de la République de Corée du Nord, 70 ans depuis la victoire de la Grande Guerre pour l'indépendance, 75 ans depuis l'établissement des relations diplomatiques. Voilà, la visite des deux hommes a ensuite tourné autour du site d'assemblage et de lancement des fusées. Je cite le président russe, le dirigeant de la Corée du Nord montre un grand intérêt dans la technologie des fusées. La Corée du Nord essaie de développer son programme spatial. Les dirigeants ont ensuite inspecté, vous le découvrez sur ces images, un atelier de montage du lanceur Ankara, qui est une nouvelle génération de fusées russes, un site de lancement également de lanceurs Soyouz et un site de lancement en construction. Ce sont des informations que le Kremlin a communiqué. Les deux hommes ont ensuite entamé des discussions dans la salle des discussions justement de ce cosmodrome en présence des deux délégations des pays respectifs, avec notamment, par exemple, on l'apprenait ce matin, le ministre de la Défense russe, Sergueï Shoïgu. Nous discuterons de tous les sujets sans nous presser. Nous avons le temps. Voilà ce qu'a déclaré Vladimir Poutine. Suite des déclarations, écoutez ce passage entre les deux hommes. Monsieur le Président, je suis ravi de vous voir et de vous accueillir ici, en Russie. La Russie est engagée dans un combat pour préserver ses droits souverains. Nous avons exprimé un soutien sans réserve sur ce point. Et à l'avenir, nous resterons aux côtés de la Russie. Alors le programme nous parvient bien sûr au compte-gouttes. On n'a pas l'habitude, nous en France, où tout est millimétré et tout est communiqué. Là, effectivement, par mesure de précaution, toutes les images que vous avez vues, elles ont été diffusées en léger différé. Merci beaucoup, Jade. Vous restez avec nous parce que un événement aussi qui n'est pas passé inaperçu pour cause. En l'absence de Kim Jong-un dans son propre pays, des missiles ont été lancés, missiles balistiques, en direction du Japon. Claude Blanche-Maison, il y a deux choses qui peuvent nous frapper ce matin. D'abord, la longue poignée de main. Elle n'est pas du tout furtive. Vladimir Poutine n'accueille pas à la sauvette son homologue nord-coréen. Et puis ensuite, les deux hommes séparés par une table. On ne peut pas dire que ce soit, dans l'image qui nous est proposée, un tête-à-tête extraordinairement chaleureux. Mais il y a ce vocabulaire, je suis ravi, je suis tellement content, c'est tellement formidable de se voir. Qu'est-ce que vous en retenez Moi, je crois que cette visite a été longuement préparée depuis la visite de Shoïgu, le ministre de la Défense russe, qui était venu demander des armes, et en effet, les Coréens ont posé leurs conditions. Ils ont dit, c'est très gentil tout ça, mais nous, on veut qu'il y ait une rencontre très visible et vendable sur le plan international, que Poutine reçoive Kim Jong-un. Et ça a été une des conditions, sans doute, sine qua non. Ensuite, il y a des équipes protocolaires qui sont venues négocier le moindre détail, parce qu'avec le Coréen du Nord, on peut pas laisser les choses au hasard, y compris ce train, y compris le fait que Poutine n'était pas à la descente du train. D'abord, ça fait un peu ringard, et puis ça ferait peut-être un peu trop. Il était par contre à l'entrée du cosmodrome, qui est un nouveau cosmodrome construit par Poutine pour échapper au monopole du cosmodrome qui se trouve au Kazakhstan. Donc c'est un nouveau cosmodrome qui n'a pas encore beaucoup servi, mais qui est amené à se développer. Donc c'est moderne, c'est l'avenir, et c'est dans ce cadre qu'ils ont voulu se voir. Évidemment, c'est Kim Jong-un qui est le grand bénéficiaire de cette affaire, puisque maintenant il va pouvoir recommencer son jeu favori, qui est de jouer entre ses deux tuteurs, la Chine et la Russie. Il avait glissé un peu trop sous la tutelle de la Chine. D'ailleurs, il n'était pas toujours très obéissant, parce qu'il faut bien se rappeler qu'il y a encore quelques années, la Chine et la Russie votaient avec nous au Conseil de sécurité des sanctions contre la Corée du Nord pour qu'elle n'accède pas à l'arme nucléaire. Il y a moins de 10 ans, ça. Mais bien sûr.
sûr, Oui. et bien sûr, et nous avons été extrêmement faibles lorsque il s'est avéré que ces résolutions votées par tous les membres permanents du Conseil de sécurité n'avaient pas d'effet. Il aurait probablement fallu entreprendre une action un peu plus musclée contre la Corée du Nord, parce qu'aujourd'hui, il est de coutume de dire oh ils ont l'arme nucléaire, c'est pas très grave, c'est leur assurance pour la survie du régime. C'est vrai, c'est leur assurance pour la survie du régime. Et puis on dit aussi ah mais leurs missiles ils vont pas très loin, ils marchent pas, etc. Ils vont assez loin pour taper sur la Corée du Sud et sur le Japon. Donc c'est très très grave d'avoir un pays comme la Corée du Nord qui a échappé à toutes les sanctions et qui aujourd'hui est en train de nouer une alliance avec la Russie, avec la Chine. C'est très très grave, dites-vous. Oui. C'est une rencontre qui est un très mauvais signal aujourd'hui Oui, sur la situation du monde. Ça veut dire qu'une fois de plus, on s'assoit sur le droit international souscrit par la Chine et la Russie, puisque les résolutions du Conseil de sécurité avaient été votées par ces deux membres permanents. Alors, dans un instant, nous serons en Skype, si je puis dire, oui d'ailleurs, tout à fait, on peut le dire, avec Juliette Morillo, historienne et l'une des meilleures expertes de la péninsule, Corée du Sud et Corée du Nord. Valérie Nataf, il n'a pas la rencontre honteuse, Poutine. On s'était dit, puisque c'est Kim Jong-un qui lui a un peu forcé la main pour cette rencontre, s'est dit, bon, il va essayer de faire ça un peu sous le boisseau. Non, pas du tout. Non, parce que ce qu'on voit, c'est le résultat de la guerre en Ukraine. C'est 19 mois de guerre qui ont drainé d'une certaine manière les ressources russes et ça a rehaussé d'une certaine manière l'intérêt de Vladimir Poutine pour la Corée du Nord. Certes, ils s'étaient déjà rencontrés en 2019, mais aujourd'hui, Vladimir Poutine a les yeux de chimène sur Kim Jong-un. Pourquoi ? Parce qu'il détient beaucoup de choses dont il a besoin, des tanks, et des munitions. Les munitions, on l'a beaucoup évoqué, mais il y a aussi une des plus importantes flottes de blindés, de tanks, je parle sous le contrôle du général, en Corée du Nord. Certes, ce sont des vieux modèles soviétiques. Et c'est pour ça que Shoigu, c'est important. Voilà. C'est pour ça que Shoigu est d'ailleurs. Et c'est pour ça que Shoigu est présent et qu'il a effectivement, comme l'a dit monsieur l'ambassadeur, il a préparé cette entrevue quand il est allé en juillet à Pyongyang. Alors Olivier Weber, on apprend à l'instant que la rencontre est terminée. Donc on va voir si les deux hommes en font une grande publicité. Que vont-ils nous dire ? Il était prévu une déclaration commune, alors pas une conférence de presse, mais une déclaration commune. On va suivre ça en direct, évidemment, avec vous. Juliette Morillo, vous êtes avec nous. Bonjour à vous, historienne. Bonjour. L'une des meilleures expertes, je le disais, de la péninsule. Vous êtes allée de nombreuses fois en Corée du Nord. Le dernier voyage remonte, sauf erreur, à 2018. Vous avez écrit « La Corée du Nord et la Corée du Sud en 100 questions, la tyrannie de l'excellence » aux éditions Taillandier. Juliette Morillo, merci d'être avec nous dans Temps de l'Info. Quelle est la portée symbolique de cette photo, de cette poignée de main appuyée ce matin entre les deux hommes, avant de savoir de quoi ils ont parlé ? Alors j'ai bien peur que la portée ne soit pas que symbolique et qu'elle soit réelle sur le terrain. Alors il y a déjà une chose qui est importante. Je reviens au début de votre reportage avec la traduction de ce qui s'est dit pendant la poignée de main. Je vous ferai remarquer qu'il a été traduit en effet que l'établissement des relations entre la Russie et la Corée du Nord datait de 1948, soit 75 ans. Mais je vous précise quand même que c'était avec l'URSS. Les relations avec la Russie date de 1991. Donc, les mots sont extrêmement importants. Donc, en effet, c'est symbolique, mais en écoutant ce que vos invités ont dit, on parle beaucoup de la Chine, mais pendant des années, on a oublié que la Russie était là. Et la Corée, finalement, du Nord, a toujours eu plus confiance, quand on parlait avec des diplomates nord-coréens, en Poutine, en la Russie, qu'en la Chine qui pourtant les aide. Ça, c'est ancré dans l'histoire. Alors là, on a affaire à une mise en scène théâtrale à Vostochny qui a été en effet peaufinée jusque dans les moindres détails. Donc c'est très symbolique. Mais la Corée du Nord n'a pas supplié non plus Poutine de faire cette rencontre théâtrale. Je pense que c'est un coup de bluff, enfin pas de bluff, c'est un coup d'éclat des deux, mais qui a en effet été bien préparé par la visite de Shoigu. Et
évidemment, la coopération pourrait porter à la fois sur une coopération, comme c'est dit officiellement, pour aider la Corée du Nord à avoir tout ce qui est technologie de satellite, ce qui enfreindrait d'ailleurs une des résolutions des Nations Unies qui interdit la coopération technologique entre les deux pays, la résolution 2270. Mais il pourrait y avoir en effet une vente d'armes. La Russie, on le sait, en a besoin pour le conflit en Ukraine. La Corée du Nord a mis à profit toute la période de la pandémie du coronavirus pour développer son industrie balistique et nucléaire. Elle est très, très, très au point. Elle a besoin de devises. Elle a besoin d'argent, elle a besoin d'aide technologique, elle est étranglée par les sanctions internationales. Donc là, on en a deux qui sont étranglés par les sanctions internationales et qui se rapprochent. Et je précise une autre chose dont on n'a pas parlé, mais qui doit être en fond également. Shoigu a évoqué, ce qui avait été évoqué d'ailleurs, je crois, en 2016 par Gerasimov, a évoqué la possibilité, face aux manœuvres conjointes militaires américano-sud-coréennes, de lancer des manœuvres tripartites, c'est-à-dire avec la Russie, la Corée du Nord et la Chine. Donc on a véritablement quelque chose qui est en train de bouger là-bas, qui n'est pas que symbolique et qui risque de devenir très chaud. Très chaud, il va falloir que vous nous disiez pourquoi très chaud, Juliette Morillo. Juste un instant, mais vous restez avec nous. Olivier Weber, donc il y a effectivement finalement une rencontre avec des intérêts bien compris de part et d'autre. Chacun a besoin de l'autre. Alors, Poutine a un besoin d'armes criant, vous nous le direz tout à l'heure, général. Kim Jong-un a un besoin criant de technologie avancée, en effet, et de nourriture aussi. Quel est le signal qui est envoyé aujourd'hui aux Occidentaux ? C'est un signal très fort, parce que là, on a une reconstitution des puissances du mal, comme on dit aux États-Unis, mais pas que. Et là, on a un État totalement isolé, qui est condamné par le droit international, par la communauté internationale, qui est la Corée du Nord, avec des mises en garde très fortes quand même depuis quelques années, y compris au Conseil de sécurité de l'ONU, et qui fait alliance une nouvelle fois, ou qui accélère son alliance avec la Russie, parce que c'est pas nouveau, effectivement. Il y avait déjà eu des contacts auparavant, il y a déjà eu des transferts d'armement, mais là, il y a une sorte de barter, de troc, comme on dit aux États-Unis, c'est-à-dire d'échange, en fait, entre le transfert d'armes dont a besoin Poutine pour mener la guerre en Ukraine, et puis bien sûr le transfert de technologie. Alors, la Corée du Nord, c'est quand même pas n'importe quoi, c'est un pays de 24 millions d'habitants qui pose un vrai problème, évidemment, à la Corée du Sud, avec laquelle elle était en guerre, le traité de paix n'a jamais été signé, et le Japon, c'est 24 millions d'habitants avec une armée qui correspond à peu près, en armée fixe, à 5% de la population. C'est 1 200 000 hommes, beaucoup de pièces d'artillerie, etc. Mais je dirais même aux côtés de l'Alliance, on verra ce qui ressortira évidemment de cette rencontre, et même s'il n'y a pas d'accord de défense, l'accord de défense peut être signé ensuite. Et donc, ce qui est dit également avec ce signal fort, c'est que l'autarcie peut marcher. Il y a une sorte de validation de l'autarcie. On est pratiquement donc dans un État qui est confronté à toutes les sanctions du côté de la Corée du Nord, et il peut survivre. C'est ce qu'en train de dire à la fois Poutine, c'est ce que dit également bien sûr son président, bien aimé par le peuple, le fameux maréchal. Mais en même temps, on sait que c'est une alliance qui peut rester fragile. Et puis quand même, symboliquement, le fait que Poutine vienne jusqu'à Vostochny, même si évidemment il y avait ce sommet économique annuel à Vladivostok, quelque part c'est quémander de l'aide. Ça prouve aussi une sorte de fragilité de la part de l'État russe. Sur ce, c'est intéressant parce que quémander, c'est le mot qui a été effectivement utilisé par le porte-parole du secrétaire d'État américain qui a dit effectivement il vient quémander de l'aide. Juliette Morillo, vous êtes d'accord avec ce rapport finalement hiérarchique entre Poutine et le numéro 1 coréen ? Il y a de l'humiliation dans l'air pour Poutine ou pas ? Non. Non, je ne le pense pas. J'avoue que le terme quémander qui est employé plusieurs fois, ainsi que l'idée que Kim Jong-un ait supplié Poutine d'avoir une rencontre officielle, je ne suis pas vraiment d'accord avec ça. Ça, c'est de l'interprétation via les États-Unis. Et c'est de l'interprétation, parce qu'il faut dire quelque chose sur ce genre de rencontre. Je pense qu'on a sous-estimé pendant toutes ces années les relations que la Corée du Nord entretenait avec la Russie, parce qu'on a toujours regardé vers les relations de Pékin. Là, en fait, ce qui est important de comprendre, c'est que les Russes sont pragmatiques. Ils ont besoin d'armes, la Corée du Nord en a.
la Corée du Nord peut fournir des armes d'un haut niveau technologique. Ce n'est pas le niveau technologique qu'ils vont aller chercher en Russie. Ils vont peut-être chercher dans un échange ça pourrait être donc des céréales, ça pourrait être aider à construire des satellites qui permettraient notamment de lancer des satellites pour avoir Internet par satellite en Corée du Nord, ce qui permettrait d'isoler encore plus la Corée du Nord avec un Internet qu'ils maîtriseraient. Ça, c'était une petite parenthèse. Mais on ne quémande pas, c'est pragmatique. D'un côté, vous avez un Kim Jong-un qui a besoin d'argent, qui est étranglé par les sanctions internationales, qui veut en effet sa survie. Le monde entier a laissé la puissance de la Corée du Nord augmenter parce qu'en effet, on a un petit peu, nous, méprisé ce petit pays. Et maintenant, en effet, il s'allie avec la Russie. Pour moi, c'est pragmatique, c'est terre à terre, ça peut s'arrêter demain, mais c'est dangereux. C'est dangereux. Juste pour revenir au point où en est Poutine, il est sanctionné depuis 18 mois, il a perdu une forme de dignité au début de la guerre. Donc il a plus rien à perdre, cette histoire de... Il est humilié, etc. Il s'est fait imposer la rencontre. Bon, il y a débat entre vous. C'est un peu votre thèse. Juliette Morillo l'écarte absolument. Vous maintenez l'idée que... il a été un peu contraint et forcé, Poutine ? Oui, mais je crois qu'en effet, bien sûr, il a été contraint et forcé sur la mise en scène, parce que effectivement, Kim Jong-un veut une reconnaissance très visuelle sur le plan international. Et ce faisant, on consacre la prolifération nucléaire. Et c'est ça pour l'histoire. Enfin, le barter l'échange entre des munitions et du blé, bien sûr, c'est important aujourd'hui, mais pour l'histoire, c'est pas ça que l'histoire retiendra. Armes contre nourriture, comme on dit. L'histoire retiendra qu'en réalité, Poutine a dynamité tout régime de non-prolifération en envahissant l'Ukraine, puisque c'est établi que si on n'a pas l'arme nucléaire, on peut être envahi par son voisin. Voilà, alors qu'effectivement, au moment de la dissociation de l'Union soviétique, par hasard, il y avait des armes nucléaires stationnées en Ukraine et stationnées également au Kazakhstan, et que, fort justement, la Russie nouvelle et les États-Unis se sont employés à rassembler toutes ces armes nucléaires sur l'État successeur, c'est-à-dire la Russie, de façon à ce qu'il n'y en ait plus en Ukraine. Et l'Ukraine maintenant nous dit, si on avait gardé des armes nucléaires, on n'aurait pas eu la guerre. C'est ce que dit exactement Kim Jong-un. Pour ne pas subir le sort de la RDA, de l'Allemagne de l'Est, je dois avoir l'arme nucléaire. Et donc, il vient chercher éventuellement des éléments qui lui manquent. Mais Poutine, il a besoin notamment d'armement pour l'artillerie. C'est vital pour lui, Général Desportes. Et on pourra donner toutes les portées symboliques, on pourra dire qu'effectivement... c'est du point de vue nucléaire le plus important, ce qu'on retiendra à court terme. Il vient chercher des obus, Poutine, non ? Alors je crois qu'il faut se rappeler qu'il y a un an, on évoquait le fait que la Corée du Nord allait donner des munitions à la Russie. Et on n'y croyait pas. On n'y croyait pas pourquoi ? Parce qu'on disait cette guerre, ce sera une guerre courte. Et puis la guerre, elle a changé de nature. On est rentré dans une guerre longue, elle sera longue, encore des mois, peut-être des années. Et donc on est maintenant dans une guerre qui est basée sur la résilience et l'endurance. Et donc désormais, il faut que la Russie retrouve de l'épaisseur stratégique. Et l'épaisseur stratégique, elle est dans de nombreux termes, en termes de territoire et d'amis. Et dans ce sens-là, avoir un allié solide en plus, ça l'aide. Et d'autre part, en termes de munitions. On sait qu'une guerre, soit c'est une guerre de mouvement, quel cas les chars sont importants, ou bien c'est une guerre d'artillerie. L'artillerie tue 80% des soldats qui meurent. Or, la Russie a commencé la guerre avec quelques millions d'obus, ce qui est beaucoup. Mais néanmoins, on se rappelle que au plus fort des contre-attaques, elle dépensait 40 000 obus par jour. Donc vous voyez bien que même si vous avez des millions d'obus, vous arrivez au bout des stocks. Or aujourd'hui... Kim Jong-un en a, lui, des obus. Il en a. Et il en a beaucoup. Pour arrêter une éventuelle percée ukrainienne, il n'y a qu'une solution, c'est le matraquage d'artillerie. Donc la Russie va repasser à des taux d'emploi de 40 000. Et donc il a besoin aujourd'hui. Absolument besoin. Et il peut aussi, comme Madame le soulignait, il a besoin aussi de chars. La Russie a perdu presque les 3/4 des chars dont elle disposait au début. Et Kim Jong-un en a ? Il en a beaucoup, c'est une des plus grandes flottes, la plus grande flotte de chars anciens. Mais ils ne sont pas un peu vieux, pardon. Mais on a compris, madame. C'est pas grave. Ils sont quand même un peu déclinants, les chars de la Corée du Nord. Il n'y avait pas de game changer. Il n'y a pas de technologie qui permette de terminer la guerre. La guerre d'endurance, elle est faite sur la masse, et donc il faut retrouver la masse. Et cette masse-là, il peut en retrouver en grande partie avec les armements, les munitions que
apporté pardon la Corée du Nord. Juliette Morillo, je voudrais revenir sur la fin de votre intervention il y a quelques instants. Très dangereux, disiez-vous. Pourquoi ? Alors, je reviens aussi sur ce que vous avez dit il y a une seconde avant de vous répondre. Quand on regarde les chars et vous dites ils sont un petit peu anciens, je pense qu'il faut arrêter de penser que tout ce que possède, en point de vue armement, la Corée du Nord est ancien. Ils ont mis tout l'argent qu'ils possédaient. Ils ont consacré tout le temps de la pandémie du coronavirus à moderniser leur armement. Donc, leur armement n'est pas si obsolète que ça. Alors, ça dérive souvent d'ailleurs, notamment pour les missiles qui sont des missiles Iskandar, par exemple, revisités par la Corée du Nord. Mais ils ont véritablement une technologie de pointe. Et c'est ce qui justement, et on en vient à votre question, c'est ce qui justement les rend dangereux. On a trop longtemps, l'Occident a trop longtemps au début nié le fait qu'ils avaient l'arme nucléaire, s'est mis la tête dans le sable, et là on commence à nouveau à se remettre la tête dans le sable, en disant oui mais leur armement est désuet, etc. Non, ils ont avancé. Alors tout n'est peut-être pas au point, mais ils ont véritablement avancé sur le plan balistique, nucléaire, et l'armement est au point. Ils ont des armes à vendre. Ils ont d'ailleurs visité avec Shoigu, Kim Jong-un s'était fait le guide touristique en quelque sorte de plusieurs usines et de halls d'exposition pour voir justement les avancées technologiques du pays. Alors c'est dangereux parce que si on parle, je vous parlais tout à l'heure d'exercices militaires conjoints avec la Chine, la Russie et la Corée du Nord, c'est finalement la Chine pour l'instant se tient un petit peu en dehors de tout cela, mais vous avez quand même une bascule face à la Corée pas face à la Corée du Sud, au Japon, aux États-Unis, il y a une bascule qui est en train de se produire, et la Russie est contente finalement de reprendre pied dans cette partie du monde où jusque-là elle était un petit peu secondaire. Et puis c'est dangereux parce que les armes nord-coréennes vont bien évidemment renflouer un petit peu l'attaque russe en Ukraine. Donc c'est loin d'être anodin. La Corée du Nord, c'est très clair, vous y allez souvent, vous connaissez parfaitement la situation et il ne faut pas sous-traiter. Souvent, effectivement, on le traite de clown. Eh ben non, c'est pas du tout un clown et il est plus équipé qu'on le dit parfois. Valérie Nataf. Pour abonder dans le sens de ce que vient de dire Madame Morillo, c'est que quand Kim Jong-un a fait le tour touristique avec Shoigu, c'était aussi pour inciter les usines d'armement à aller beaucoup plus vite dans leur production. Il leur a donné des objectifs extrêmement élevés. Ça, c'est une des choses. La deuxième chose, c'est qu'on parle d'armes, on parle de nourriture. Il y a aussi la main-d'œuvre. La Russie a depuis quelques semaines, plusieurs mois même, commencé à délivrer des visas touristiques de plus de 6 mois pour les Nord-Coréens, ce qui permet à ces touristes d'un autre genre de venir remplacer des main-d'œuvre défaillantes par exemple, dans les territoires annexés par la Russie, alors que le droit international interdit d'employer des Nord-Coréens. Donc vous voyez à quel point tout cela est assez cohérent dans l'aide apportée par la Corée du Nord à la Russie. Olivier Weber, je vous voyais réagir il y a quelques instants. Oui, je suis entièrement d'accord avec Valérie. Je tempérerai en revanche les enthousiasmes nord-coréens parce qu'il y a des faiblesses dans tout ce qui apparaît technologique et spatial de la part de la Corée du Nord. Il y a eu cet été 2 échecs de lancement de satellites de surveillance de la part de la Corée du Nord qui a été très très mal pris évidemment par le grand leader Kim. Et ce pays a besoin de coopération technologique. C'est ce qu'il va chercher évidemment à Vostochny et c'est ce qu'il essayait d'avoir auparavant avec la Chine. Alors simplement je dis aussi que par rapport à la Corée du Nord, c'est ce que disent les experts de l'ONU, sur ce pays de 24 millions d'habitants, il y a des millions de personnes qui sont en situation de quasi-disette, c'est-à-dire pratiquement de famine, surtout dans une partie du nord de la Corée du Nord et même tout autour de Pyongyang. Donc, ce qui se passe, c'est que tout ce qui est appareil militaire, tout ce qui est percée technologique de la part de la Corée du Nord, se fait finalement sur la taxation de la population corvéable à merci pour le grand leader. Donc je tempérerai ces enthousiasmes parce qu'il y a quand même beaucoup de faiblesses. Et puis évidemment, on reste dans un royaume qu'on appelle le royaume ermite et totalement autarcique. Vous restez bien sûr avec nous, on va encore revenir sur toutes ces questions et Jade, dans quelques instants, vous allez nous dire que vous allez nous préciser ces missiles nord